dire que l'étude fera l'objet d'une édition, une petite synthèse qui sera éditée et diffusée. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour récupérer cette édition qui sortira en 2025, vous avez une feuille qui sera sur la table au fond où vous pouvez laisser vos coordonnées. Voilà, pour qu'on puisse vous envoyer l'édition. Alors je ne sais pas encore si ça pourra être diffusé à tout le monde au format papier, mais en tout cas il y aura des formats papier et puis des formats numériques pour pouvoir récupérer l'étude. Voilà, merci à tous d'être présents. Merci à la Maison Nature et Patrimoine, au maire de Castellane, et puis encore une fois aux financeurs du travail de Pauline. Oui, alors moi je suis Corinne Guin, je suis en charge de l'eau au sein du parc du Verdon et de l'EPAGE Verdon. Donc comme l'a expliqué M. Marange, l'EPAGE c'est l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du Verdon. Donc c'est la structure qui gère le bassin versant du Verdon et qui porte la fameuse compétence GEMAPI dont vous avez peut-être entendu parler, la gestion de l'eau, des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation pour cette chronique anthropologique d'une catastrophe. C'était celle du Verdon 1994. Merci au parc, Philippe qui le représente aujourd'hui, mais merci à la communauté de communes, à présence Jean Mazoli qui est venu jusqu'à Castellane pour cette manifestation. Merci à la Maison Nature et Patrimoine également d'avoir prêté cette salle et d'avoir fait tout ce recueil d'archives. Moi, je m'exprimerai tout à l'heure aussi, bien que je n'ai pas été maire à l'époque, mais j'ai été un acteur et un témoin vivant de ce qui s'est passé. Et puis j'ai un petit avantage aussi, c'est que j'avais fait un périple de 500 km avant d'arriver à Castellane. Et donc j'avais une vision assez large de ce qui s'est passé, on va dire au sens large dans le bassin méditerranéen, parce que la crue, elle n'était pas limitée uniquement au Verdon. Mais de ça, on en reparlera tout à l'heure. Puis je vous laisse la parole pour votre exposé. Merci à tous. Donc, je suis Pauline Maillère, je suis anthropologue consultante, je suis basée dans le Haut-Var. Je suis spécialisée, en général, vous me connaissez plutôt sur les questions d'agrodiversité fruitière et de variétés fruitières locales. J'ai enquêté un peu partout, je vois certains des témoins que j'ai rencontrés pour mes différentes enquêtes. Je suis aussi anthropologue généraliste, un petit peu historienne sur les bords, puisque je me sers des archives pour éclairer mon propos et porter un regard anthropologique sur des faits historiques. Donc on est ici réunis dans le cadre d'une commande de l'EPAGE Verdon, qui est donc adossée au Parc naturel régional du Verdon depuis 2021, qui a pour but de gérer le milieu aquatique et de prévenir les inondations sur l'ensemble du bassin versant du Verdon. Et l'étude s'inscrit dans le cadre du programme d'action pour la prévention des inondations, qui est mis en œuvre donc par cet établissement. L'objet de l'étude, comme vous le savez, c'est la dernière crue majeure qu'a connue le bassin versant il y a exactement 30 ans, et ce qui s'est déroulé donc, qui est circonscrite du 4 au 6 novembre 1994. Et l'objectif général de l'étude, c'était de développer la connaissance des phénomènes et des risques d'inondation et de partager leurs renseignements. Alors concrètement, comment on a mis ça en œuvre dans le cadre de l'étude? Par une double approche, à la fois historique et anthropologique. D'une part, reconstituer les faits, donc c'est une véritable reconstitution historique qui s'est appuyée sur des témoignages oraux. Donc certaines des personnes présentes dans la salle ont participé, notamment M. Marange, pour raconter leur vécu de la crue, et ça s'est fait en différents points du bassin versant. Et puis également une recherche d'archives. Et là, j'ai pu avoir accès à des archives vraiment précieuses pour reconstituer les faits, notamment heure par heure, puisqu'on a la chance d'avoir accès en fait à la main courante du poste de commandement de crise qui était établi à Castellane dans le cadre du plan Orsec. Et ça, c'est un document d'archives vraiment très très important. Et alors, je crois ne pas trop m'avancer quand je dis que potentiellement il sera conservé prochainement aux archives départementales des Alpes de Haute-Provence, parce que c'est vraiment un document clé pour l'étude des catastrophes naturelles et pour retracer les faits historiques de la crue de 94. Donc ça, c'était d'une part la démarche de reconstitution, et puis ensuite il y avait la démarche purement anthropologique qui était celle d'interroger l'héritage de la crue dans les représentations actuelles de la rivière, les pratiques contemporaines des riverains, et aussi la gouvernance de l'eau actuelle. Alors ça, c'est quelque chose qui a été moins traité parce qu'on ne pouvait pas tout faire, mais en tout cas, l'idée, c'était d'interroger l'héritage. Interroger l'héritage, ça passait par une analyse anthropologique des discours post-crise, parce que en anthropologie, on privilégie plutôt l'immersion sur des terrains, c'est-à-dire qu'on va participer aux activités avec les membres de la société qu'on étudie, etc. Là, c'est pas possible parce que l'événement a déjà eu lieu. Par contre, on a tout un tas de discours post-crise qu'on peut en fait mettre en perspective et qui s'organisent selon deux grandes thématiques.
qui sont celles d'expliquer la catastrophe, ce qui est en fait quelque chose de naturel, parce qu'en réalité, une catastrophe naturelle, c'est une rupture temporelle, c'est un événement tellement violent et dramatique qu'il faut ensuite recréer du sens. Et pour recréer du sens, ça passe par produire un discours explicatif, trouver une explication, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Ensuite, il y a la catégorie de discours qui englobe le fait de prévenir une nouvelle catastrophe. Comment est-ce qu'on prévient? Comment est-ce qu'on se prémunit face à ces catastrophes? Et donc ça passe par le fait de détailler les dispositifs qui ont été mis en place suite à la crue et l'héritage de la crue de 94. Alors je rappelle juste le bassin versant du Verdon, qui se divise en 4 sous-bassins. Donc le Haut-Verdon, le Moyen-Verdon avec ses affluents Artuby et Jabron, et le Bas-Verdon. Et donc la conférence ici, elle est axée sur le Moyen-Verdon, sauf pour la partie des discours post-crise qui est vraiment générale à tout le bassin versant. Alors, concrètement, quand on témoigne de la crue de 94, tous les récits que j'ai recueillis, ils s'organisent en plusieurs temporalités, en fait. Parce qu'on parle quand même, on étudie un événement. Donc, par essence, l'événement se décompose en plusieurs séquences temporelles. Et donc, j'ai distingué plusieurs séquences temporelles pour pouvoir traiter justement l'événement et le reconstituer. D'une part, l'avant-crue, qui est donc le contexte dans lequel est survenue la crue de 94. D'autre part, la crue, c'est-à-dire la crue en elle-même en tant que phénomène naturel, qui se distingue de la crise, qui n'est pas la même chose, je vous en parlerai après. Donc la crue commence morphologiquement, au niveau hydrologique, le vendredi 4 novembre. Son apogée, c'est samedi 5 novembre, et la décrue, elle commence dans la nuit du 5 au 6. Et ça dépend en fait des points du bassin versant, et en fait elle commence par exemple à Vinon vers 5-6 heures du matin le dimanche 6 novembre. Et ensuite, après la crue en elle-même, vient le temps de l'après-crue, qui est celui de la reconstruction. Donc on a d'une part l'après-crue immédiat avec les travaux d'urgence, tout ce qui relève en fait de l'urgence, on en parlera après. Vous avez la reconstruction à moyen terme, reconstruire les digues, protéger, etc. Et puis la reconstruction à long terme, puisque encore aujourd'hui, on peut considérer que ça fait en partie de l'héritage de 94. Il y a encore des digues qui sont requalifiées, qui sont discutées, etc. dans une véritable négociation de territoire en réalité entre les humains et la rivière. Ça, on en parlera après. Alors, reconstituer la crue, ça passait donc également par la consultation des archives. Donc là, à gauche, je vous ai mis la main courante du PC de crise que vous pouvez également voir dans la salle de commandement qui a été reconstituée de manière très intéressante par l'exposition de la Maison Nature et Patrimoine. Donc je vous invite vraiment à faire un tour dans cette salle, c'est très intéressant. Et puis vous avez également à droite un compte-rendu du chef de corps des sapeurs-pompiers de Vinon-sur-Verdon, que j'ai eu la chance de pouvoir consulter, parce que là c'est pareil, c'est pas des archives qui sont aux archives départementales. Voilà, donc c'était vraiment important d'avoir accès à ces documents qui sont en fait archivés par les personnes en fait qui ont vécu la crue. Ça participe de la transmission de la crue justement, comme je vais vous le montrer. Alors au niveau de l'avant-crue, comme vous le savez, il y avait un contexte très pluvieux en 94, puisqu'il y a eu tout un tas de phénomènes météorologiques qui ont provoqué en fait des inondations et des coulées de boue sur le bassin versant de la Durance et le bassin versant du Rhône. Par exemple en 94, il y a eu jusqu'à 2750 m3 à Cadarache en Durance les 7 et 8 janvier, il y a eu un plan hors sec déjà. Les 10 et 11 janvier, 1050 m3 à Cadarache. Le 14 janvier, il y a eu une autre crue. Et ensuite, on passe à l'automne avec la crue meurtrière du 23 au 24 septembre qui a préfiguré un petit peu celle du 4 au 6 novembre, qui a fait 2 morts parce qu'il y a eu une brèche dans la route départementale 908. C'est pas la brèche de Pont-Haut, c'est la brèche de la ligne droite d'Alos. Et du coup, ça me fait demander si c'est le bon PowerPoint, on verra après. Parce que j'ai fait des PowerPoints différents sur les endroits du bassin versant, mais ça me paraît bizarre. On verra après si c'est les bonnes diapos. Alors, donc la crue meurtrière qui a donc préfiguré dans le sens où, en fait, souvent, dans la mémoire, les deux crues se confondent. On confond la crue du 4 au 6 novembre et la crue des 23 au 24 septembre en attribuant les 2 morts à la crue du 4 au 6 novembre. Mais en réalité, ce sont 2 crues différentes. Donc, il y avait un contexte très, très pluvieux. Alors, au niveau de la crise, la crue, en fait, en elle-même, c'est donc un phénomène naturel, on va dire. Alors que la crise, la catastrophe naturelle en elle-même, on va en apporter ici une définition sociale, c'est-à-dire qu'on va dire que la catastrophe et la crise se déclenchent au moment où les eaux et les dégâts occasionnés
vont empêcher le fonctionnement normal du quotidien par le danger qu'ils génèrent. Parce que des crues, il peut y en avoir en fait, mais il n'y a pas forcément de catastrophe. Et donc là, clairement, c'est vraiment la rupture temporelle du quotidien qui fait la catastrophe. Et la séquence temporelle du drame, elle se termine quand le quotidien revient à la normale. Donc ça, évidemment, il y a plusieurs définitions de comment le quotidien revient à la normale. Et donc, dans le cadre de l'enquête, on s'est demandé comment a été lancée l'alerte. Ça fait partie quand même aussi d'un retour réflexif en fait pour les pages. Et donc, il est très vite apparu en fait que la question de comment est-ce que vous avez appris la crue, elle n'était pas du tout pertinente. Parce qu'en fait, le phénomène est tellement violent, tellement brutal, en fait, on n'apprend pas la crue, on la constate, tout simplement. Et donc, cette crue, il faut dire qu'elle a surpris tout le monde. Et en fait, les seules choses à signaler en ce qui concerne la communication de crise, c'est surtout dans le Bas-Verdon, parce que, par exemple, à Quinçon, il n'y a pas eu de communication de crise, c'était pareil, c'était un constat, le camping qui appelle le maire en disant qu'il y a une brèche dans la digue. Et par contre, à Vinon, là, c'est le seul endroit où, a priori, en l'état des connaissances, il y a eu une communication de crise avec une communication directe par EDF et un bulletin régional d'alarme. Donc là, on est à l'embouchure du bassin versant, donc l'information a fait son chemin. Mais voilà, pour tout ce qui est en fait l'amont, c'est un constat visuel. Alors la crue, elle débute en fin d'après-midi dans le Haut-Verdon. La Lance commence à grossir. Donc la Lance, c'est l'affluent du Verdon à Colmar qui a dévasté une partie des quartiers périurbains de Colmar du centre-ville. Le débit à Chaudanne est supérieur à 100 mètres cubes secondes, vendredi en fin d'après-midi. Et durant la nuit, arrive une perturbation météorologique sur des sols déjà gorgés d'eau et provoque en fait des crues sur toutes les rivières du sud-est. Donc là, je vous ai mis des données pluviométriques qui ressortent d'un rapport EDF collecté pendant l'enquête. Donc Alos en cumulé du 4 au 5 novembre, Alos 154 mm, Thorame-Castillon 130, Comte 150, Sainte-Croix 100 et Vinon 54. Alors, une synthèse brève des événements, vous aurez plus de détails dans la publication. Là, je vais me borner aux événements sur Castellane. Donc, la crue, elle débute le samedi 5 à 5 h du matin, lorsque à Colmar, l'alerte est lancée. Les inondations de Castellane débutent dans le secteur de la RN numéro 85 vers Grasse à 10 h. C'est à ce moment-là aussi qu'on met en place le poste de commandement, où officient les sapeurs-pompiers et tout un tas d'acteurs qui vont gérer la crise. Le Pesquier commence à sortir de son lit au quartier Notre-Dame et le débit entrant à Chaudanne à ce moment-là est de 450 ou 460 mètres cubes par seconde et le débit sortant est de 427 mètres cubes par seconde. Tout ça, c'est des débits évidemment qu'il faut totalement nuancer. C'est des débits que j'ai pris dans les documents d'archives. Donc, ce n'est pas des débits, des chiffres qui sont objectivés par une expertise hydrologique. Et là, ce que je vous cite, c'est vraiment les communications EDF de crise en direct. Si vous prenez les synthèses du CODIS de Digne, ils ne citent pas les mêmes débits. Donc, je pense que voilà, on a plus de chances de se rapprocher des débits en regardant cette main courante en fait, puisque c'était la communication de crise en direct. Donc là, vous avez le début de la crue à Castellane. Et puis vous avez, là je vous ai mis à 9 h à Vinon, communication des lâchers à venir par EDF au centre de secours. À 11 h, évacuation de la zone artisanale de Chaudanne, préalerte donnée au quartier riverain du Verdon. Les lâchers sont de 500 mètres cubes secondes, la recluse sort de son lit et les routes sont coupées. Donc déjà, on est déjà dans le vif du sujet. À midi, le débit sortant est de 597 mètres cubes par seconde et on évacue les quartiers qui sont en préalerte, notamment le quartier des Listes. Et à 14 h, alors là, c'est vraiment un point crucial de l'événement qui ressort aussi dans les témoignages oraux, notamment des personnes qui étaient en ligne directe dans le PC de crise, c'est qu'il y a l'annonce d'un lâcher de 800 mètres cubes par seconde par EDF en fin d'après-midi. Donc ça, cette annonce, elle met tout le monde en alerte, mais plus que maximale, parce qu'ils étaient déjà en alerte maximale. Et en fait, ils procèdent à des simulations, donc tous les acteurs de la cellule de crise. Et ils se rendent compte qu'à 800 mètres cubes par seconde, le centre-ville de Castellane est inondé. Donc là, voilà, c'est vraiment le branle-bas de combat. En parallèle, dans le Bas-Verdon, il y a d'autres événements qui font que la crue commence à vraiment devenir aussi problématique. À 15 h à Castellane, on commence à mettre en place une petite d'urgence au parking de la Boudousque, justement en prévision de se lâcher. Donc il y avait tout un tas de choses qui ont été mises en place. Et là, en rouge, je vous mets les débits de pointe. Donc à 16 h, le débit de pointe de la crue, c'est 640 mètres cubes secondes à Pont-de-Méhouille. Et à 16 h est déclenché le plan hors sec départemental. À 18 h, la passerelle de l'Estellier est détruite avec le débit de pointe à 1290 mètres cubes par seconde.
Ce débit de pointe passe à Sainte-Croix à 19h avec 1200 m3 par seconde, et au même moment, on voit dans la main courante que le lâcher va être réduit. Donc le lâcher EDF annonce d'un lâcher réduit à 600 m3 seconde. Et là, tout le monde a fait ouf, d'après les témoignages. À 20h, baisse du débit confirmée par EDF, décision d'une baisse du débit de Chaudane, car Sainte-Croix est en alerte. Donc vous voyez, c'était quand même, il fallait jongler, etc. 526 m3 seconde restitués à Castellane. Et puis à 21h, débit autour de 500 m3 seconde. Et là, en rouge, vous voyez les débits de pointe à Quinson, enfin qui passent Quinson, Gréoux. Et enfin, débit de pointe à Cadarache le 6 décembre à 4h du matin, donc le dimanche, avec 2740 m3 seconde, qui est donc le reflet des crues conjuguées du Verdon et de la Durance. Alors, quelques images. Donc là, je vous ai mis les images de Colmar. À gauche, on voit en fait une image qui est très très parlante. On voit les habitants de Colmar qui sont aux portes de la vieille ville, qui ont barricadé la porte avec l'eau qui arrive en fait jusque-là. Voilà, on voit que le cimetière également a été, ça c'est vraiment des faits marquants, hein, c'est quand on vous dit que la crue a emporté nos morts, voilà, c'est quelque chose de très très fort qui montre vraiment l'ampleur du drame, hein, puisque l'eau a pénétré et a détruit une partie du cimetière de Colmar, et également le cimetière d'Alos. Alors là, je vous ai mis une petite capture d'écran d'une vidéo d'archives de la cellule de crise de Castellane. En bas à gauche, l'évacuateur de Chaudane. En haut à droite, le flot sous le pont du Roc à 597 m3 seconde, et en bas, le flot sous le pont Neuf. Pareil, donc là on voit, c'est la vue vers le pont du Roc, et là c'est la vue, je crois, depuis le pont du Roc en bas à droite. Donc évidemment, il y a eu des dégâts considérables, hein, notamment sur les infrastructures de loisirs qui étaient en rive gauche, et puis sur les digues, etc. Enfin, je pense que vous pourrez témoigner à la fin de la conférence. Donc je poursuis mon petit parcours jusqu'à Laval. Vue amont du pont de Talloires, donc ça c'est des photos transmises par Monsieur Leroy à partir du fond de Monsieur Pellegrin. Un mobilhome à colle blanche, on ne voit pas bien en bas à droite. Vue amont des Bars Saint-Jean en haut à droite. Alors là, il y a une photographie que je ne peux pas trop situer, peut-être vous m'en direz plus à la fin, qui a été collectée par la Maison Nature et Patrimoine, je crois. Alors là, c'est une photographie qui est sur un site que vous devez tous connaître, hein, qui répertorie. Voilà. Donc ça, c'est la passerelle de l'Estelier. Et ils ont mis une petite flèche rouge pour montrer jusqu'à où est montée la crue. Enfin, Quinson, donc là, on voit bien le pont, sachant que l'eau est passée sur le tablier. À Gréoux, vous avez Monsieur Richier qui pose sur la digue d'urgence qui avait été faite pour protéger le lotissement du clos de Coutin. Et puis en bas, vous avez le pont de Vinon. Alors, je ne pense pas que ce soit le plus fort de la crue, cette photo, mais voilà, ça montre l'amplitude. Alors, au niveau de la description des flots de la crue, on retrouve plusieurs choses. On retrouve l'idée d'une montée des eaux rapide, brutale. Les gens décrivent la force des eaux, les flots impétueux, furieux, imprévisibles, leur effet sur les infrastructures humaines, etc. Le bruit des eaux aussi revient beaucoup. Le Verdon gronde d'un bruit sourd, infernal. Et puis surtout aussi, ce qui a beaucoup impressionné les témoins de la crue, ce sont les matériaux charriés. Des arbres énormes, des blocs de plusieurs tonnes, des peupliers qui faisaient 20 mètres de haut, qui se redressaient contre les piles avant de repasser sous le pont, des caravanes explosées, pulvérisées au pont. Voilà, tout ça, c'est des choses qui témoignent en fait des perceptions sensorielles qu'il y a pendant la crue, qui sont vraiment très très fortes. Alors, je passe aux dégâts, parce qu'évidemment, cette crue, elle a fait des dégâts considérables. Là, on est à gauche, on est sur ce qui s'appelle la ligne droite d'Alos, donc on voit en fait une des brèches qu'il y a eu. En haut à droite, c'est le confluent entre la Lance et le Verdon, donc on voit qu'une partie du quartier de la Bourgade a été totalement dévastée. Également, quelque chose de très dramatique, c'est la perte d'une résidence principale à Beauvezé, donc là on voit le toit de la résidence principale qui est le seul vestige après la crue. En bas à droite, vous avez le pont de Villarécy à Beauvezé qui est entièrement submergé. D'ailleurs, il a été coupé à la circulation parce qu'il y a une travée qui était voilée. Là, je vous ai mis les brèches dans la route départementale 908 dans le Haut-Verdon. Donc, c'est assez parlant. Hein. Là, on voit vraiment que voilà, la route a été coupée en plusieurs endroits. Donc, il y a eu 5 brèches significatives. Alors, je passe aux dégâts dans le moyen Verdon. Comme vous le savez, à Castellane, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Donc, je pense que vous les connaissez. C'était beaucoup aussi les réseaux, hein, tout ce qui est réseau routier, réseau d'eau, réseau d'assainissement. Voilà, donc je passe. Les dégâts sur la voirie départementale. Là, ce sont tous les dégâts en fait, qui ont été répertoriés par le département sur
sur la route entre Castellane et Rougon, qui a été d'ailleurs fermée une partie de l'année, hein, puisque donc elle était en circulation sur une seule voie. Là, vous avez des photographies des dégâts qu'a subi cette route. Alors là, je vous ai mis quand même des photos du Jabron à Trigance et puis du pont de Cuiros, parce que les affluents de l'Artuby et du Jabron ont aussi causé des dégâts, même s'il y a eu moins de dégâts sur les infrastructures humaines, mais il y a quand même eu voilà, des dégâts. Et on passe à la reconstruction. Donc la reconstruction, elle consiste en quoi? Elle consiste en nettoyer, remettre en état les habitations et les infrastructures touchées, en le fait de mener des travaux d'urgence aux routes et au lit des rivières, surtout à sécuriser les populations, c'est-à-dire retrouver le fonctionnement des services de première nécessité qui sont l'eau potable, l'électricité, le service médical, continuer à assurer un service médical dans un territoire au paysage dévasté où on ne peut plus circuler, gérer donc les circulations, les secours, les ravitaillements. Par exemple, il y a eu une problématique à un moment donné au pont d'Affleur où les porte-chars ne pouvaient pas passer parce que c'est du matériel qui est trop volumineux en fait. Donc il y avait ce genre de problématique à gérer. Je vous ai mis quelques photos des travaux d'urgence, des circulations. Donc en haut à droite, la photo emblématique du câble installé pour franchir le Vernon entre Villaressier et Beauvaisis. En haut à gauche, la brèche de pont avec des cyclistes qui passent sur le côté. Et puis la liaison Colmar-Chaumy-à-Los qui se faisait par une piste forestière. Voilà, donc juste je tenais à souligner ici ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire qu'il y a une forte mobilisation, une forte solidarité des élus, des habitants, des services de secours, de voirie, de gendarmerie, les renforts secs. Toute la société se met en branle pour revenir à la normale. Il n'y a plus que ça qui compte pour en fait, panser les plaies de ce traumatisme qui était quand même fort. Les entreprises de travaux publics qui travaillent 24/24 dans l'urgence, une centaine d'engins mobilisés 7 jours sur 7, une rotation intensive des camions pour atteindre 1500 à 2000 tonnes d'extraction par jour et permettre de fournir les 50 000 tonnes de matériaux nécessaires aux enrochements, parce que ça aussi, il faut trouver les enrochements. Ça, c'est un témoignage également de M. Marange. Alors, je passe aux discours explicatifs, qui sont très importants, parce que c'est vraiment comme ça que ça permet de produire du sens. Donc, il y a eu un effort collectif de reconstruction qui participe d'une remise en ordre physique du territoire, mais il faut aussi remettre en ordre symboliquement le territoire. Et ça passe vraiment par le fait d'expliquer la catastrophe et de s'en prévenir. Donc c'est aussi une reconstruction symbolique, c'est pas que physique. Et comme vous le savez, la spécificité de ce bassin versant, c'est que, la spécificité de la rivière du Vernon, c'est qu'elle est jalonnée de 5 aménagements hydroélectriques, ou barrages. Et donc, cette crue, évidemment, en dehors même du fait qu'il y ait ces aménagements hydroélectriques, en fait, elle a généré des controverses, comme toute catastrophe naturelle. En fait, toutes les catastrophes sont des révélateurs des tensions sociales, de ce qui ne va pas sur le territoire, en fait. Et donc, forcément, il y a des controverses à l'œuvre. Et les explications qui mobilisent parfois des controverses ne sont pas les mêmes en amont et en aval du bassin versant. C'est-à-dire, en fait, la grosse différence, c'est si on est en amont ou en aval des barrages. Alors, en amont, on va plutôt parler de phénomènes naturels. Donc on va par exemple évoquer les précipitations, l'engorgement des sols, une période de retour de crue, un bouchon sur la Lance, un mini-séisme, etc. On va peu évoquer les causes anthropiques qui sont les constructions dans le lit et le fait qu'il y ait une périurbanisation qui s'est faite sur une partie du lit de la rivière, parce qu'en fait, on en parlera après, c'est lié à l'histoire de l'endiguement de nos sociétés, des sociétés alpines qui se sont construites, qui avaient peu d'espace pour se développer, et qui, avec l'amélioration des techniques d'endiguement, ont occupé le territoire de la rivière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à souligner, mais qui n'est pas souligné par les discours, parce que c'est tellement quelque chose d'acté en fait sur plusieurs centaines d'années. Attention, c'est une histoire pluriséculaire, l'endiguement, que en fait, moi c'est mon interprétation du fait que ce soit un discours peu mobilisé. En tout cas, on est vraiment sur l'explication d'un phénomène naturel en amont des barrages. Et en aval des barrages, ce qui est assez intéressant, c'est que systématiquement, quand on parle de la crue de 94, on va parler des lâchers. On ne va pas parler du contexte météorologique. On va tout de suite dire « ils ont lâché ». Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des discours accusateurs d'EDF, des mises en accusation d'EDF, une évocation systématique des lâchers d'eau, une mise en débat des débits qui traduit la défiance envers EDF. Je parlerai après de la posture d'EDF, en fait, qui est dans un certain mutisme qui en dit long sur le malaise et en fait qui n'a pas permis aussi de confronter les discours. Je rappelle
ici la posture anthropologique, hein, je ne suis pas là pour dire la vérité, je suis là pour retracer les discours et les remettre en perspective dans l'histoire de ce territoire, et également je suis là pour discuter de points de vue critiques. Donc, si vous avez des critiques à faire, n'hésitez pas. Tout ça, ce sont des hypothèses de travail qui demandent à être étayées, et d'ailleurs, l'enquête demande à être élargie à d'autres types d'acteurs. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on observe en aval, mais partout en aval des barrages. Donc à partir du barrage de Castillon, c'est ce genre de discours qui explique la crue. À savoir que les débits sont mis en débat parce qu'il y avait aussi une communication très diffuse en post-crise, des informations contradictoires qui circulent. On est dans l'entre-soi, on a l'information d'un tel, on la confronte avec l'information officielle, ça colle pas. En même temps, on a soi-même sa perception du Verdon parce qu'on est riverain, donc on a soi-même sa perception du danger. Donc voilà, tout ça fait que les débits les débits qui sont évoqués sont très très variables. On parle soit de 900 mètres cubes à Castellane, soit de 600. On m'a même parlé dans le Bas-Verdon de 10 000 mètres cubes, alors que c'est allé jusqu'à 1000 mètres cubes si on regarde les expertises, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, il ne faut pas s'arrêter au fait que les chiffres ne sont pas forcément vrais ou faux. C'est juste qu'on évoque les débits pour témoigner de l'ampleur de la crue, en fait. Ça a été une crue extraordinaire, 30 ans après l'implantation des barrages. Oui, c'est ça. 40 ans. Donc, les mises en accusation d'EDF en aval des barrages, en fait, les discours s'organisent selon la même... il y a toujours les mêmes thématiques qui reviennent. D'une part, les lacs étaient trop pleins avant la crue, ça c'est vraiment un constat des riverains. Il y avait un contexte météorologique très pluvieux et plusieurs crues qui avaient déjà rempli les retenues. Donc ça, c'est un constat, les lacs étaient trop pleins. Tout le monde se demandait pourquoi il n'y avait pas de lâcher. Délâché du coup au dernier moment, ça c'est aussi un constat général. Pourquoi est-ce qu'on a lâché au dernier moment alors que les retenues étaient pleines? Des maires en colère parce qu'il y a eu une plainte, alors j'ai trouvé plusieurs archives comme quoi il y a eu des plaintes contre X qui n'ont pas abouti. Je n'ai pas pu avoir accès à une communication de la part d'EDF, par contre j'ai pu avoir accès à des anciens agents anonymes qui m'ont bien confirmé qu'il y a eu une plainte. Que la personne sur laquelle est tombée la plainte au sein d'EDF a été relaxée, et je n'ai pas pu avoir accès à des pièces de procès malgré mes efforts, mais bon, peut-être qu'un jour on aura accès à des choses. Donc derrière ça, il y a un discours d'EDF qui ne passe pas. Du coup, EDF s'enferme dans un mutisme qu'on a encore aujourd'hui, puisque même moi je n'ai pas vraiment pu avoir accès à des informations, sachant qu'il y a également dans tous ces discours-là d'explication des réponses plus tempérées, parce que en même temps, on reconnaît aussi que c'était une crise qui a surpris tout le monde, que EDF a géré du mieux qu'il a pu, et que voilà, c'était aussi voilà, le phénomène de la crise qui fait que... Donc il y a quand même aussi des réponses plus tempérées, et aussi un discours général qui dit que EDF a tiré les leçons, etc. Donc voilà, mais il y a toute cette controverse autour de la gestion de la crue par EDF. Alors là, je vais vous donner en fait mes hypothèses, mes remises en perspective de ces discours. Les figures, enfin l'inscription de ces discours en fait dans plusieurs éléments en fait. Donc par exemple l'image du marchand d'eau. L'image du marchand d'eau, elle est liée en fait au discours selon lequel EDF n'a pas lâché l'eau parce que l'eau en fait c'est des kilowatts pour eux, et donc ils gardent l'eau en fait. Et ça c'est vraiment l'image de l'hydraulicien voleur d'eau qui est une très vieille image en fait, une très vieille représentation. Qui en fait était là même dès l'arrivée de l'eau du canal de Provence et dès l'implantation des barrages hydroélectriques. Donc ça va réactiver une histoire douloureuse en fait, cette mise en accusation d'EDF. Et donc c'est vraiment totalement lié à l'histoire du rapport à l'eau en Provence aussi. Parce que l'eau en Provence, comme vous savez, c'est une ressource qui est rare, qui est locale, qui oscille entre pénurie et abondance, qu'il faut maîtriser, etc. Donc il y a une ingéniosité, une résilience des sociétés provençales sur la gestion de l'eau. C'est même prouvé, étudié. On est plus résilient que d'autres territoires parce qu'on est habitué à la rareté de la ressource. Et c'est d'ailleurs... l'aménagement hydroélectrique, c'est un peu le paroxysme de cette gestion de la ressource, puisqu'on crée des retenues pour avoir de l'eau toute l'année. Et ça, c'était vraiment, ça a toujours été la recherche en fait historique en fait de la maîtrise de l'eau. Et donc ce rapport à l'eau qui est complexe, puisqu'il est omniprésent dans la mentalité, la toponymie, les clivages politiques, il est partout ce rapport à l'eau. Et bien quand le canal de Provence arrive avec ses premiers plans en 57, on voit que les villages aval craignent d'être asséchés par les retenues amont. Et il va y avoir une sorte de concurrence qui se met en place entre les irrigants et les chefs de groupement EDF, avec l'image de l'hydraulicien voleur d'eau. Donc ça, c'est une hypothèse que j'ai faite, qui en fait préside en fait
à cette mise en accusation comme quoi les lacs étaient trop pleins parce qu'en fait il fallait turbiner et que c'était beaucoup d'eau et que du coup il fallait la garder. Ensuite, il y a l'idée de préserver ou sacrifier, c'est-à-dire l'idée que l'eau a été retenue pour préserver les zones navales. Il ne fallait pas trop lâcher parce que sinon la Durance allait se mettre encore plus en crue et allait faire encore plus de dégâts. Ça, c'est vraiment l'idée que c'est des territoires sacrifiés. Ça renvoie vraiment au drame humain des Salles sur Verdon et surtout à l'aménagement sans ménagement du territoire par l'État. Parce que tous ces barrages-là, c'est ça en fait, c'est l'aménagement sans ménagement. Et cette idée qu'il y a des choix à faire dans des territoires qui sont mis en connexion par les rivières et les barrages. Et enfin, l'idée de défaillance technique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas lâché l'eau? Parce qu'il y avait des barrages qui étaient défaillants, parce qu'il y avait des évacuateurs défaillants, parce que, alors j'ai entendu pas mal de choses sur des dysfonctionnements en fait, techniques en fait, des ouvrages d'EDF. Donc ça c'est un troisième discours explicatif. Un autre élément qui est intéressant de connaître, c'est que c'est le discours justificateur des barrages historiquement. C'est-à-dire les barrages dans les Alpes, la construction des barrages dans les Alpes, donc y compris ici, elle se circonscrit entre 1880 et 1980. Et les ingénieurs modernisateurs de l'État, on va dire, portent un discours de justification de ces barrages, parce que c'est des ouvrages voilà, qui ne s'implantent pas facilement sur les territoires. Et donc le discours, c'est on va maîtriser votre ressource, vous alpins qui n'êtes pas capable de la maîtriser. Donc ça, il y a quand même Dalmasso, donc cette chercheuse qui montre quand même dans la rhétorique sur 100 ans une certaine infantilisation des populations alpines, où on dit que voilà, on va pouvoir maîtriser la ressource grâce aux barrages et surtout on va éliminer les crues. Les barrages vont maîtriser les crues. Et donc il y a un discours très fort de maîtrise de la nature qui est portée dans le cadre de la grande geste du progrès dès la fin du 19e siècle et jusqu'au début des années 60. Et en fait, l'idée, c'est que ces ingénieurs vont faire rentrer les Alpes dans la modernité. Alors les ingénieurs, je parle aussi de l'État, grâce à une technique qui va permettre une maîtrise de la ressource. Et donc, dans ce contexte-là, forcément, la première crue, après l'implantation des barrages, elle apparaît totalement comme une trahison, puisque les barrages sont censés maîtriser les crues. Donc, ça explique aussi pourquoi EDF a été mis en accusation. Et puis ensuite, il y a d'autres discours explicatifs qui sont à la marge, que je n'ai pas trop développés parce qu'en fait, je ne les ai pas beaucoup retrouvés. D'une part, le changement climatique, et d'autre part, comme je vous disais, les constructions dans le lit de la rivière. Et là, il y a une citation qui met en connexion les deux en disant que le changement climatique, il a bon dos, mais qu'en réalité, c'est le bétonnage qui fait qu'il y a des catastrophes. Alors, je voulais juste rappeler la torrentialité historique, parce que comme vous le savez, en fait, les barrages, ils ont quand même maîtrisé les petites crues. Donc, on a peut-être oublié qu'il y avait en fait des phénomènes naturels de crues et une torrentialité historique sur la rivière. Et en fait, cette crue de 94, elle va raviver les mémoires. C'est-à-dire que, même si on ne se souvient pas directement de crues antérieures, les générations ont conservé la mémoire des crues, et donc la crue 94 va raviver ces mémoires. Alors de quelle manière? Eh bien, par les repères visuels de crues. C'est-à-dire que même si la génération qui vit la crue de 94 ne se souvient pas des crues précédentes, elle se souvient que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père avait parlé de repères visuels de crues. C'est-à-dire, par exemple, à Colmar, l'eau de la Lance est arrivée jusqu'au clocher, avait traversé et était allée se jeter à la chute dans le Verdon. Donc ça, par exemple, c'est une profondeur historique dans la mémoire orale qui est très intéressante et qui passe vraiment par les repères visuels de crues. Ça, c'est très très important dans la mémoire des crues. Il y a aussi l'historicité des digues, par exemple la barricade à Castellane, donc qui daterait du XVe siècle, sachant que voilà, le terme de barricade, c'est une sémantique guerrière, donc ça témoigne vraiment de l'idée de se protéger des assauts de la rivière. Et quand on regarde les archives, on voit qu'il n'y a pas seulement l'idée de se protéger, il y a aussi l'idée de conquérir le territoire. C'est vraiment la conquête, les digues aussi. Ça permet de gagner des terres agricoles pleines par des colmatages, ça s'appelle historiquement, c'est-à-dire le fait de conduire des alluvions en fait, de manière répétée sur un terrain qui est à la base des alluvions de la rivière. Et à force, ça va conduire des limons et en s'asséchant, ça va créer de la terre. Et toutes ces terres-là qui ont été endiguées, à la base, c'est le lit de la rivière. Et c'est l'homme, par ses efforts, qui en fait a conquis ce lit. Donc l'historicité des digues, les toponymes, la barricade, etc. Et puis la toponymie, parce que dans le Haut-Verdon, par exemple, aujourd'hui, vous entendez dire on prend la route départementale pour se rendre à Los ou autre, mais en réalité, 2 générations avant, on disait moi j'emprunte la digue pour aller à Colmar. On ne disait pas la route. C'était une digue, clairement, parce que on l'avait vu s'ériger sur le territoire à la fin du 19e siècle, et donc
on disait la digue. Donc voilà, la toponymie, elle a aussi gardé les traces. Monsieur Marange m'a parlé de la place de la Grave à Castellane aussi, qui est donc la place aujourd'hui Sauvert. Voilà, et donc ce toponyme-là, il garde la mémoire du fait que c'était le lit du Verdon et qu'il a été conquis sur la rivière. Qu'elle a été conquise sur la rivière. Alors là, je vous ai mis quelques crues, hein, donc vous connaissez. En plus, la Maison Nature et Patrimoine a déjà fait des expos dessus. Hein, donc il y a eu même une crue qui est arrivée sur le barrage de Castillon, je crois, ou Chaudane, de Chaudane, en train d'être construit. Et puis alors toutes les infrastructures qui ont été endommagées dans le Haut-Verdon, il n'y a pas que des espaces périurbains nouveaux en fait, hein, il y a aussi des infrastructures qui sont endommagées à chaque crue, hein, de manière, par exemple le pont de Villaressier, il avait déjà été détruit en 1886 par exemple. Donc vous voyez, c'est un peu toujours aussi les mêmes ouvrages qui sont attaqués. Alors comment on prévient la crue en fait? Alors il y a 3 grandes thématiques. D'une part, prévenir par les transmissions. Donc, comment, en fait, quel est l'héritage de 94 et comment les riverains et les gestionnaires et tous les acteurs du territoire préviennent la crue. Alors, d'une part, par les dynamiques mémorielles qui s'inscrivent vraiment dans l'identité. C'est ce que disait Monsieur Marange et c'est ce que j'ai retrouvé vraiment à plusieurs reprises. Il faut l'avoir vu, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. C'est que ceux qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre. Et donc, il y a une sorte de devoir de transmission de la part de ceux qui l'ont vécu et qui l'ont incorporé. Et ça, c'est vraiment très important. Bon, après, il n'y a plus vraiment d'images, donc si vous voulez, je continue, parce que de toute façon, j'ai mon PowerPoint devant moi. Donc, on va quand même essayer de voir si bon, je continue, non? De toute façon, il n'y a pas d'image. Donc, au niveau de l'identité, c'est très important, et ça passe par des pratiques de constitution de fonds d'archives personnels. Vous êtes très nombreux à avoir constitué, collecté des articles de presse, même à avoir gardé des archives que vous aviez, vous, dans le cadre de votre exercice professionnel. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a accès à la main courante du PC de crise. Alors, je ne dis pas que ça a été gardé personnellement, mais ça a été, on en a pris soin pour pouvoir témoigner, justement. Et ça c'est vraiment très important, cette idée, en fait, il faut l'avoir vécu pour le comprendre et pour le transmettre, en fait. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a l'expérience professionnelle de la gestion de crise dans les transmissions. Vous avez beaucoup de corps de métier qui ont appris de la crue de 94. Par exemple, les secours, on m'a dit, j'ai appris un plan hors sec. L'organisation des travaux publics, hein, donc il y a cette idée que... ce témoignage qui dit qu'en fait c'était un peu le bazar après la crue, ce qui peut se comprendre, et qu'à un moment donné, en fait, il y a eu une organisation faite par un ingénieur subdivisionnaire qui a été téléporté, on va dire, sur les lieux de la crise, qui a remis un petit peu l'église au milieu du village, je cite, et qui en fait a organisé par secteur, et ça c'est vraiment une expérience aussi de la gestion de crise. Ensuite, vous avez la DDE qui a réussi à remplacer le pont de Villaressier en 3 semaines. Il faisait mieux que l'armée, qui pouvait installer un pont Bailey, c'est-à-dire des ponts légers qui peuvent s'installer facilement, en fait, grâce au Centre national des ponts de secours. Ça, ils ne connaissaient pas avant la crue de 94, et quand ils ont découvert ça, ils ont fait appel au CNPS plusieurs fois. En fait, c'est un organisme qui, en fait, va, quand un pont arrive en fin de vie dans une grande agglomération où il a beaucoup de charges, en fait, on peut le remettre sur un territoire où il va être moins chargé en circulation, et donc on peut, entre guillemets, le recycler. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je suis pas du milieu. Et puis ensuite, il y a un agent EDF aussi qui m'a dit, alors ça c'est vraiment un agent EDF retraité, et comme je vous ai dit, j'ai pas vraiment eu accès j'ai pas pu croiser plusieurs discours d'EDF, qui disait qu'en fait, il a appris qu'il n'y avait pas seulement des crues à craindre en juin 94. En fait, EDF avait déjà une gestion des retenues, en fait, en anticipant, mais il a dit qu'il avait pris conscience qu'en fait, il y avait aussi des phénomènes pluvieux à craindre en fin d'année. Voilà. Ensuite, le deuxième grand trip de prévention, ce sont les dispositifs d'anticipation. Donc, par exemple, les campings qui ont été beaucoup touchés. La fédération de l'hôtellerie de plein air m'a dit qu'il y avait eu une convention d'alerte entre EDF et les campings qui avait été mise en place, où il y a en fait une communication des débits par EDF avec des paliers d'évacuation qui correspondent en fait à des débits. Il y a eu une mise à jour des cahiers de prescription. Il y a toute une sensibilisation, une communication qui est mise en place, avec des prédictions météorologiques. Ensuite, il y a la surveillance individuelle du cours d'eau. Les riverains ne se bornent pas en fait à des mesures publiques. Ils vont eux-mêmes avoir une perception du danger et ils vont eux-mêmes en fait mesurer le danger en fonction de repères fluviaux personnels. Ils vont surveiller le lit du Verdon. Il y a vraiment une surveillance du lit qui est très forte.
même si voilà, c'est lié au débit du barrage. Comme il y a une défiance envers EDF, il y a aussi une construction personnelle de « Ok, quand ils annoncent tel débit, il y a tel repère. Mais là, ils ont annoncé tel débit et en fait, ça ne va pas jusqu'au repère. » Et après, voilà. Et en fait, il y a vraiment cette surveillance individuelle du cours d'eau qui, en fait, pour moi, participe des stratégies pour continuer, en fait, à vivre sur les lieux du drame et à composer avec le danger, en fait. On va évaluer soi-même le risque. Et puis, qui est vraiment au cœur de l'héritage 94 sur la prévention, ce sont les consignes de crue. Et là, c'est très intéressant parce que je n'ai vraiment pas eu accès à une information. J'ai eu accès à quelles sont les consignes de crue aujourd'hui, mais je n'ai pas eu accès à quelles étaient les consignes de crue de l'époque. Donc, hier, il y avait un agent retraité à la conférence, donc je vais pouvoir lui parler. Mais tout ça pour dire qu'en fait, actuellement, donc, les consignes de crue ont vraiment été améliorées apparemment. Alors, c'est pas dit clairement que ça a été suite à la crue 94, mais on le sent de manière diffuse sur le territoire en montant ce témoignage-là. C'est vraiment lié à la crue. Et donc, c'est basé sur un tas de mesures hydrologiques et météorologiques qui, en fait, président à des lâchers d'anticipation. Donc, il y a vraiment, voilà, tout en disant... Alors, EDF dit qu'il n'a pas de rôle décréteur. Et ça, c'est vraiment un discours qui est complètement calqué sur les mises en accusation. C'est un discours qui est en miroir. Donc à l'époque, c'était la DRIR qui gérait en fait, et aujourd'hui c'est la DREAL. Donc il y a aussi le fait de dire que c'est la DREAL, l'État qui gère ce genre de choses, les consignes de crue. Voilà, donc ça c'est vraiment au cœur de l'héritage, mais j'ai pas plus d'éléments à vous apporter parce qu'il me manque des discours, il me manque des informations. Et enfin, l'entretien des cours d'eau. Dans le Haut-Verdon, c'est vraiment un sujet très fort, celui de la ripisylve et des embâcles, qui peuvent, donc les sédiments et les iscles, qui peuvent donc gêner l'écoulement du cours d'eau, provoquer le débordement, le charriage de matériaux. Ça, c'est vraiment un point cristallisé. Donc, il y a eu la création, par exemple, du CIVU après 94 pour entretenir les berges, qui n'existe plus aujourd'hui. Et du coup, ça a créé des tensions, des controverses, parce que, justement, il n'existe plus. Et enfin, prévenir évidemment par l'aménagement du territoire, aussi quelque chose de très important. On a en fait au même moment, enfin juste un peu avant la crue 94, c'est au moment où se constitue en fait la politique de prévention des risques française. Et cette politique de prévention des risques, elle est adossée à plusieurs, enfin elle va générer plusieurs lois qui sont adossées à des catastrophes emblématiques. Par exemple, la loi Barnier de 95, qui donc a mis en place les PPRI, les plans de prévention des risques d'inondation. Elle est complètement liée à la catastrophe de Vaison de 1992. Donc il y a tout un environnement législatif spécifique aux inondations au milieu aquatique qui commence en fait à se mettre en place, sachant que les PPRI, par exemple, c'est vraiment un outil très important aussi de prévention qui permet de faire se chevaucher les périmètres d'aménagement et d'urbanisme et les périmètres hydrographiques. Et donc de désigner des zones sensibles, etc. Et puis vous avez la loi sur l'eau de 92 également qui est très présente, qui est très contraignante, qui est très mal perçue. Donc vous avez ça aussi, vous avez tout un tas de lois, donc je passe parce qu'en fait ça touche vraiment à la gouvernance de l'eau et c'est vraiment une étude spécifique, mais en tout cas ça fait partie de l'héritage et de la prévention, même si ce n'est pas l'héritage direct de 94, c'est un ensemble de catastrophes naturelles. Et donc, on va commencer en fait tout simplement à cette période à prendre en compte le risque dans l'aménagement du territoire. Et on passe des zones périurbaines aux zones inondables. Donc, il y a un glissement sémantique qui se fait. Alors, je voulais quand même aussi revenir rapidement sur l'histoire de l'endiguement, parce que une des grosses absences des discours, c'était vraiment cette idée que la crise, elle a été aussi générée parce qu'il y a une partie des infrastructures qui étaient construites dans le lit du Verdon ou qui étaient peut-être un peu trop avancées. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'apparaît pas trop et je pense vraiment que c'est parce qu'il y a eu un développement périurbain d'économie et d'attractivité qui se fait sur plusieurs siècles en fait. C'est pas seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est pluriséculaire et on a vraiment des territoires de montagne. On peut gagner des espaces plans sur la rivière, on améliore les techniques d'endiguement et on est vraiment dans cette idée de rendre le territoire plus attractif et pour ça il faut de l'espace. Et d'ailleurs on a l'apparition des tourismes, des loisirs, etc. Donc il y a beaucoup d'infrastructures de loisirs communales qui ont été touchées pendant la crue, les campings, les tennis, le mini-golf à Castellane. Il y a eu aussi beaucoup de services municipaux, des commerces et entreprises, la gendarmerie, etc., le centre de secours. Tout ça c'est des services publics en fait qui se sont implantés pour que les communes puissent se développer en fait et entrer dans la modernité tout simplement. C'était une évolution naturelle et ça s'est fait grâce à l'endiguement en fait et ça c'est vraiment très important de le comprendre. Et donc on en arrive à l'idée de la gouvernance de l'espace fluvial parce que là
ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'à partir des années 80, dans les politiques de gestion de milieu fluvial, apparaît un paradigme environnemental. C'est-à-dire qu'on ne va plus seulement faire de la prévention du risque d'inondation, on va aussi gérer les milieux aquatiques. Donc il y a la dimension environnementale et la prévention du risque. Et le rôle vraiment de l'EPAGE, c'est donc GEMAPI, MA plus PI, milieu aquatique plus prévention du risque inondation. Et donc il va y avoir, en fait, si on schématise, deux grandes représentations qui vont un petit peu se heurter l'une à l'autre. D'une part, celle de domestiquer le lit de la rivière, qui est la représentation historique qui a dominé sur les 2 derniers siècles et même avant, qui en fait mobilise une sémantique guerrière de conquérir le territoire ou de se protéger de la rivière. Donc là, on est vraiment sur de la conquête, de la maîtrise. Et en parallèle, en miroir, on a un nouveau discours qui est porté plutôt par les gestionnaires et les lois, etc., qui veut qu'on rende sa liberté au cours d'eau. Donc on va parler de liberté, en faisant référence aussi d'ailleurs je fais référence par exemple au propos d'un géographe, André de Réparas, qui parle pour les digues de colonisation intérieure. Donc c'est hyper fort comme idée, quoi. L'endiguement, c'est vraiment un phénomène très important, hein, dans nos sociétés, dans nos communautés alpines et préalpines. Et donc l'idée de rendre sa liberté au cours d'eau en ôtant le joug de digue de la rivière, et on ne va plus domestiquer la rivière, on va domestiquer le risque. Et donc ça n'a rien à voir, c'est un glissement en fait qui est récent. Et donc c'est l'idée de ressources à maîtriser contre l'idée d'un élément dynamique qui existe pour lui-même, pour les services qu'il rend au territoire, et l'idée vraiment d'une négociation du territoire, parce que tout ça c'est une histoire de territoire en réalité. C'est-à-dire que vous avez le territoire de la rivière, le territoire des hommes, et en fait aujourd'hui on a carrément une prise en compte des non-humains, c'est-à-dire des poissons, de la rivière en elle-même, et on va en fait arriver en fait à faire une sorte de négociation. Donc, par exemple, le fait de requalifier les digues aujourd'hui, c'est-à-dire de dire bon, celle-ci on va l'enlever ou celle-ci on va la consolider. Pour moi, ça participe d'une négociation en fait de territoire avec la rivière. Et enfin, je voulais conclure en disant que aujourd'hui, avec justement la prise en compte du risque dans l'aménagement, etc., il y a un enjeu de repenser la manière d'habiter l'espace fluvial. Et une remise en question justement du partage territorial entre les humains et la rivière, qui n'avait pas du tout lieu d'être en fait historiquement, parce qu'on était vraiment dans une conquête, et ça a permis en fait de conquérir des terres agricoles, etc. Et donc c'est comme si aujourd'hui l'homme était perçu comme, alors l'homme conquérant après une bataille de l'endiguement de plusieurs siècles, il est perçu comme un intrus dans l'île de la rivière, il est invité à se retirer, et donc les politiques de prévention vont se heurter aux représentations locales de l'espace fluvial. Et donc, je concluais en mettant une jolie peinture de Paul Signac de Castellane, que vous ne voyez pas, qui en fait montre une relation apaisée des humains avec la rivière, puisqu'on voit en fait le roc à Castellane avec des couleurs très chaleureuses, on voit le Verdon et on voit des gens qui se reposent au bord du Verdon, et c'est une peinture qui a été faite en 1902, que vous pouvez trouver sur Wikimedia quand vous tapez Verdon. Tu peux débrancher le vidéocron. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. N'hésitez surtout pas à intervenir. Bien sûr, on est là pour discuter. Discuter aussi des hypothèses de travail. Si vous pensez qu'il y a des précisions à apporter, ou si au contraire il y a des erreurs ou des imprécisions, n'hésitez pas. Et donc je vous laisse la parole. Si, mais il faut que je monte. Allez-y. Non, allez, comme ça tu gardes. Il y a un tableau qui est exposé quelque part de cette gravure. Alors je sais pas, je vous dis, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Donc c'est une image en libre droit. Wikimedia. Je sais que c'est écrit ou c'est conservé, mais je me souviens plus. Non, c'est pas dans un pays anglo-saxon. C'est pas chez nous. Eh ben, je sais pas, mais je pense que la Maison de Nature et Patrimoine peut se renseigner, ou peut-être même qu'elle en a connaissance de ce tableau. Merci de me donner la parole. Oui, pardon. Je voulais saluer l'arrivée de Michel Carle, qui était le maire à l'époque, et qui a donc vécu en direct au PCE commandement. On le reconnaît d'ailleurs sur la photo, un peu plus jeune certes, puisque c'était il y a 30 ans. Je crois que ce souvenir est encore bien présent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'épisode de 94, il n'était pas ciblé uniquement sur la vallée du Verdon. Moi, j'arrivais du fin fond des Cévennes,
Et pour faire Montpellier-Nîmes, il y avait 30 cm d'eau sur la route, Nîmes était bloqué, on ne pouvait pas prendre l'autoroute. J'ai essayé de bifurquer sur Avignon, le Rhône, taper sur le Tablier. Je suis descendu sur Arles, c'était pareil. Et donc, au lieu de mettre 5 heures, j'ai mis 10 heures de route pour arriver jusqu'à Castellane. Et on voyait bien qu'en cascade, tous ces événements étaient liés, puisque le Rhône était en crue, la Durance était en crue, il ne pouvait plus rentrer dans le Rhône. Et en finale, c'était le Verdon qui était en crue, qui ne pouvait plus rentrer dans le Rhône également. Mes souvenirs de l'époque, c'est le bruit du Verdon. C'était un bruit assourdissant, un bruit de rochers qui roulaient, qui tapaient contre le pont. Et quand je suis arrivé vers les 10 heures du soir, on aurait dit qu'il y avait une voie ferrée à la place du Verdon, et puis ce bruit de rochers qui tapait, les arbres qui étaient déracinés, qui partaient dans la rivière. Et je crois que un des phénomènes aggravants de cette crue, ça a été les embâcles ici aussi à Castellane, pas uniquement dans le Haut-Verdon, mais aussi à Castellane. Le tracé du Verdon d'ailleurs n'est plus le même. Le Verdon aujourd'hui il est tout droit, c'est une autoroute, alors qu'à l'époque il était sinueux, il y avait des rochers un peu de partout. C'était un lieu de pêche prisé, la pêche c'était une attractivité pour le territoire, ça l'est moins, hein. Depuis toute la faune de l'époque, elle a été décimée par cette crue du Verdon, entre autres. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez parlé du rôle d'EDF. Mais on a été précurseur en matière de crue, hein. Il y avait eu Vaison-la-Romaine, vous l'avez dit, il y avait eu Nîmes, un petit peu auparavant. Le législateur, l'État, les régions, les départements n'avaient pas trop tiré d'enseignement. Et EDF, bien évidemment, c'était au mois de novembre, ils stockaient de l'eau comme toutes les années pour produire de l'électricité, hein, ce qui apparaissait normal. Et puis ils n'ont pas lâché, ils ont attendu le dernier moment, certes. Alors il faut se méfier un peu des jugements actuels. 30 ans après, c'est facile de refaire l'histoire, quoi. Il ne faut pas juger ce qui s'est passé. Vous l'avez très bien fait. Il faut simplement exposer les faits, se garder de tout jugement hâtif avec le logiciel d'aujourd'hui, voir ce qui s'était passé à l'époque, parce qu'encore une fois, tout le monde a été très surpris de cette soudaineté, parce que c'est arrivé très vite. Moi, je venais rejoindre ma femme qui avait été réquisitionnée à la mairie. Donc, et puis, je me souviens de Michel. Bon, je n'étais pas élu. Michel, c'était un ami. Je le voyais s'agiter, appeler le député, appeler le préfet, enfin, appeler toutes les personnes qu'on pouvait appeler pour faire lâcher, parce qu'on avait bien compris que le barrage, il était à son maximum et qu'il fallait lâcher. Puis quand ils ont lâché, vous avez dit 500, 1000 mètres cubes. Oui, c'est ça, plus tous les affluents. Il y avait plus de 1000 mètres cubes dans le Verdon. Moi, j'habite au bord des listes, la barricade a tenu. On s'aperçoit qu'un ouvrage du XVe siècle a tenu le coup. C'est assez admirable. Bon, aujourd'hui, il y a quelques réparations à faire. On en parle avec notre ami Jean de temps en temps sur les digues, sur la barricade. Mais bon, voilà. Alors, maintenant, il faut vivre avec le Verdon et avec cette expérience. Il ne faut pas que le tribut que la commune doit payer à ce genre de choses soit trop lourd. Parce qu'on a déjà le PPR, qui nous a amputé une grosse partie de notre terrain constructible. On nous parle, où elle est, Madame Leguet, de l'EDF. Ah, pardon, vous êtes caché. On nous parle d'espace de bon fonctionnement. Très très bien. Je veux dire, intellectuellement, c'est des choses qui se comprennent. Mais nous, économiquement, socialement, ça nous pénalise beaucoup. On évite de parler aussi des relations entre l'amont et l'aval. Parce que là aussi, on paye un tribut qui est assez lourd, puisqu'il n'y a pas de solidarité entre l'amont et l'aval. En fait, je parle pour Castellane, je ne parle pas pour les autres communes. On a beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Donc, ben oui, c'est un combat qu'on mène, où on essaye de faire valoir nos arguments pour être le moins pénalisé possible et pour que la Via Castellane puisse, pour qu'on ne se retrouve pas dans une réserve un petit peu. Hein. Vous avez parlé de colonisation, c'est fort ça comme mot, colonisation du milieu. Oui, non mais vous avez rappelé propos. Voilà, donc nous on essaie de se débattre, continuer à avoir une vie de village, une vie économique, une vie sociale. Et puis, nous, notre tourisme, notre économie, elle est basée sur le tourisme.
Et sur la commune de Castellane, pour ce qui m'est arrivé, voilà, je précise, mais on a, je crois, 10 000 lits marchands. C'est ça, 10 000 lits marchands. Sur ces 10 000 lits marchands, il doit y en avoir allez, 4 000 dans les 3 campings qui bordent la rivière. Et si demain il n'y a pas ces campings, ça aurait des conséquences dramatiques aussi sur notre économie. Donc il y a oui, cette relation entre la rivière et puis la vie au quotidien, la vie de tous les jours, et puis le développement de la commune. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Et mais je vais passer la parole à Michel qui pourra vous dire ce qui s'est passé exactement à l'époque et ce qu'il y était. Je ne sais pas si ça marche. Merci Laura. Oui, écoutez, je m'excuse déjà avant toute chose. J'ai malheureusement des problèmes de mémoire qui sont pathologiques. J'ai été opéré et j'ai toujours des petits problèmes de mémoire. Donc, ce qui fait que des fois, j'ai un peu de mal à saisir exactement les choses telles qu'elles sont dessous. Mais enfin, quand même, pour moi, ça a quand même été une épreuve assez particulière. Donc, et ce que je me souviens, c'est qu'on a mis très vite en place une cellule pour gérer un petit peu ce problème sur Castellane. Dans cette cellule, il y avait moi, bien sûr, il y avait aussi le sous-préfet, il y avait le commandant de gendarmerie, le capitaine des pompiers, puisque les pompiers étaient sur Castellane. Une des premières choses qu'on a réussi à faire, ça me revient, c'est que c'est moi qui suis parti avec le capitaine des pompiers pour voir comment se trouvaient les routes en amont et en aval de Castellane. Bon, nous, on a quand même été très surpris parce qu'on n'avait aucune information d'où que ce soit. Or, quand vous allez dans les gorges du Verdon, il y avait une route qui a été complètement à l'entrée des clés du Verdon, qui était complètement arrachée, on ne pouvait plus du tout passer. Il n'y avait aucune interdiction, n'importe qui pouvait se pointer et sauter directement dans le Verdon. On a eu aussi, donc on a prévenu la DDE et on a fait fermer la route à peu près au niveau du Pont de Soleil et au niveau du Point Sublime. Ce qui fait qu'il y avait quand même 2 communes qui dépendaient plus ou moins de Castellane, qui étaient La Palud-sur-Verdon et Rougon, qui étaient complètement fermées pour Castellane. Ce qui me vient, c'est par rapport aux gosses qui étaient à l'école à Castellane, ils n'ont pas pu y venir pendant un certain temps. On n'avait plus du tout comment dirais-je, de moyens de locomotion entre ces 2 villages et nous. On avait aussi le problème de la route, dans la route qui monte à Demandol. Parce que, je ne sais pas si vous saviez, donc en fait, le barrage de Chaudane gérait ses rentrées avec ce qu'on appelle le nom m'échappe. La cuillère. La cuillère, voilà. Et cette cuillère, en fait, elle était vraiment très très forte et elle tombait carrément sur la route qui était juste avant l'entrée du tunnel qui monte à Demandol. Et la route était complètement fichue, plus personne passait. Donc tout ça, c'est des points qu'on a fermés et tout. Et ça, c'est vrai que c'est la commune qui les a fait fermer. On a appelé qui il fallait, mais... Bon, ça, c'est les premières choses qui me viennent en tête. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les dégâts de la crue sur Castellane étaient quand même très importantes. Et on vous a parlé de 500 à 1000 mètres cubes. Je pense que c'est bien ça. L'eau, on avait donc fait fermer tous les tunnels, tous les ponts. On ne laissait plus passer personne. On a arrêté des gens qui circulaient, donc, et on les a logés à Castellane. Pour ça, j'avais réservé la salle des fêtes pour les loger, et on avait réquisitionné aussi la cantine du collège. Et on a servi des repas à des personnes qui étaient bloquées complètement. Il n'y avait pas que aussi, il y avait des pompiers qui étaient venus en plus. Enfin bref, on avait mis en place tout un tas de problèmes. J'avais réquisitionné quasiment tout le personnel communal. Donc Cathy, qui était effectivement secrétaire à l'époque, vous l'a dit, donc il fallait qu'on puisse répondre très rapidement dès qu'on nous appelait. Et puis j'avais aussi le personnel technique qui avait été réquisitionné parce qu'on avait beaucoup de bouches d'égout qui sortaient. En fait, l'eau, elle remontait par la station d'épuration. Et toutes les bouches d'égout sautaient. Donc ça, c'était carrément dans Castellane. Donc le personnel communal essayait de gérer ça. La station d'épuration a malheureusement bien morflé avec ces crues-là. À Castellane, le pont, le véritable pont, là, celui qu'on se sert tout le temps, on était à 3 cm dessous, donc on l'avait fermé. On l'avait fermé en fait par des, comment dirais-je, par
pour des murets en terre. Donc j'avais réquisitionné donc tous les gens, enfin tous ceux qui travaillaient dans le truc public. Excusez-moi, des fois les mots changent. Les travaux publics sur Castellane. Et donc on avait fermé le pont, on avait fermé certains endroits, on avait essayé de protéger le parking de la Moulous. Hein. On avait mis aussi un muret à la sortie du pont devant la maison qui appartient, je crois, au commerce. Oui, c'est ça. On avait donc muré tout parce que on était vraiment à deux doigts à ce que le Verdon envahisse carrément Castellane. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la place était en plein travaux. Il n'y avait plus de tout gros, il n'y avait que des oui, enfin, on était en plein travaux, donc si ça était rentré là, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Donc la digue aussi entre Castellane et la station d'épuration est partie à 2 ou 3 endroits. On les a aussi protégés immédiatement avec les gens avec qui que j'avais réquisitionnés, et on a fait des murets en fait de terre pour protéger. A priori, ça a tenu. Mais on a eu quand même la chance, parce que bon, on a beaucoup parlé des barrages. Quand on y réfléchit bien, avoir les barrages au-dessus de la tête, pour Castellane, ça peut-être été une petite chance. En ce sens que on est arrivé très haut dans le dénivelé, mais on a réussi à rester là. Donc, à ne pas passer au-dessus, ce qui aurait, à mon sens, apporté beaucoup plus de dégâts sur la commune de Castellane et le reste. Voilà, donc ça, c'est des trucs que j'ai en tête. Donc, dans le comité, ben, je vous l'ai dit qu'il y avait, donc voilà, c'est ça. Et on se réunissait tout le temps. En fait, on était au niveau des pompiers. On était dans les bureaux des pompiers, les moi, le sous-préfet, et on prenait toutes les décisions là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors après, effectivement, avec EDF, il y a eu quand même de longs discours avec eux. Nous, on a fait appel au député de truc qui était Galizy, M. Galizy, son prénom, Francis Galizy, et qui nous a beaucoup aidé dans les discussions avec EDF, et on a réussi. Alors, c'est là où j'ai du mal à voir exactement ce qu'elle a pu négocier. En fait, ce qu'on voulait, les barrages étaient très hauts, ça, vous l'avez très bien signalé pourquoi, bon, on ne va pas y revenir, c'était comme ça, donc il fallait, on l'a subi. Ce qu'on a réussi, c'est à ce que ça ne déborde pas les barrages. Hein, si vous voulez, on a toujours réussi, enfin EDF, parce que ils ont quand même bossé pour ça, à ce que les lâchers soient très importants, mais permettent quand même que ce qui rentrait au-dessus n'amène pas un débordement par-dessus les barrages. Pour nous, c'était la grosse peur, franchement, hein, parce qu'à ce moment-là, on aurait pu réagir. Voilà. Jusque-là, ma foi, c'est allé. Et je sais qu'on a quand même réussi à négocier un peu avec EDF, les lâchers et tout. Alors qu'au départ, ils voulaient un peu faire comme ils entendaient. Moi, j'aimerais vous poser une question, M. Oui. Carl. Quand il y a eu l'annonce de lâcher de 800 mètres cubes, Oui. et qu'ensuite c'est passé à 600, c'est parce que les précipitations se sont calmées ou comment ça s'est passé? Je pense plutôt que c'est parce que... Et je pense que c'était dû aux négociations qu'on a eues quand même. Parce qu'en fait, les barrages n'étaient quand même pas à 100%, donc on a réussi à leur demander de limiter un petit peu les lâchers. Voilà. Bon, par contre, on savait très bien que si ça continuait comme ça n'aurait pu avoir que ce temps. Voilà. Mais bon, là-dessus, on a eu un peu de chance. Et quand vous parlez du fait que la route était inondée et que en fait, si les secours n'avaient pas, ou si la mairie n'avait pas réparé la route, en fait, il y aurait pu y avoir des accidents. En fait, la chance, entre guillemets, qu'il y a eu pendant la crue du 5 au 6 novembre, c'est que ça s'est passé en journée, alors que la crue du 23 au 24 septembre, la brèche, elle a été creusée dans la route digue, donc dans la route départementale, de la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 morts, parce qu'en fait, il y a 2 voitures en réalité qui sont tombées dans le Verdon. Une dans le sens du courant où la personne n'avait pas de ceinture et la vitre ouverte, elle a pu se sortir. Et dans le sens inverse, il y avait les 2 jeunes qui sont tombés à contre-courant et ça a été fatal. Et là, en fait, les secours, malgré la surveillance des secours, en fait, ça a été un mauvais concours de circonstances. Voilà.
Non, ce que je veux me rappeler sur cette route, effectivement, c'est moi-même qui ai fait le chemin en voiture avec le capitaine des pompiers. Donc on s'est quand même posé des questions sur l'état de cette route. Quand on voyait ce qui se passait, on était presque sûr qu'il y aurait des problèmes. Et on a vu des endroits, de toute façon, je crois que vous avez une photo. À cet endroit, il n'y a plus de route, là, c'est clair. C'est l'eau qui arrive. La route est complètement élevé et on a été bloqué du point comment s'appelle, oui, du point sublime et de la Palue et tout, pendant un certain moment, les gosses, je crois qu'ils allaient à l'école, je crois qu'ils sont allés à Ries, alors qu'avant, ils venaient à Cassel. Mais voilà. Il faut préciser quand même, si on se resitue dans le contexte, c'est qu'il n'y avait pas d'Internet. Ouais. Oui. Ce qui rendait les communications difficiles, c'est qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Il faut se resituer dans le contexte. C'était que du filaire, et encore avec un réseau qui avait été aussi endommagé. Pas d'Internet, pas de portable. Donc, c'est sûr que c'était beaucoup plus difficile de communiquer, quoi. Aujourd'hui, ça serait peut-être plus facile, mais à l'époque, c'était les moyens de l'époque. C'est pour ça que je faut pas... Mais moi, c'est vrai que quand même, le fait que je me retrouve devant les routes coupées à deux endroits, sans aucune... on n'a absolument pas prévenu, personne n'était prévenu, ça nous a un peu surpris. Et heureusement qu'on a eu cette idée d'aller vérifier. Voilà. Donc on a pu les faire fermer où il fallait. La cellule de crise a plutôt bien fonctionné à Castel. Bon, c'est vrai qu'à Cassel, il y a le sous-préfet, il y a le commandant de la gendarmerie et tout. Vous n'êtes pas seul, quand même. Donc, voilà. Je trouve que vous avez très bien résumé les faits, en fait, sur justement le besoin de conserver une économie sur le territoire, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui presque nécessite une concertation entre différents acteurs dans la gouvernance du milieu fluvial, en fait, parce que il y a une personne dont j'ai lu un article qui dit que le milieu fluvial, il est un petit peu à l'interface entre les besoins communautaires et les injonctions régaliennes. Et donc on a toutes ces lois et cette politique de prévention des risques qui prend en compte l'environnement aujourd'hui, qui se heurte justement à cette histoire de l'endiguement, en fait, qui est vraiment très forte et qui est cruciale, en fait, pour la vie des communautés. Et donc je trouvais que ça représentait bien, en fait, justement les tensions sociales qui existent sur justement le territoire, parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de partage de territoire. Et aujourd'hui, en fait, donc on a vraiment ces lois qui veulent en fait négocier le territoire, qui veulent que les humains négocient le territoire avec la rivière, et on a en même temps cette idée que, eh ben en fait, non, l'humain a conquis ce territoire et que maintenant il a besoin de ce territoire. En fait, il a besoin de se conserver ce territoire et de conserver les services qu'il a pu acquérir, tous les services publics qui se sont implantés, les dossiers de l'inventaire général du patrimoine, il y a eu un inventaire qui a été fait sur tout le territoire, montre bien par exemple que la place de la Gravière a été conquise et que ce sont les pouvoirs publics, le poids public, la mairie qui se sont installés sur cet espace. Donc c'est quelque chose de très important en fait localement. Et c'est ça qui explique aussi les tensions sur et l'absence de discours aussi sur la remise en question des constructions. Parce qu'il y a aussi un autre discours qui dit que s'il y a une catastrophe, c'est parce que les humains ont conquis le territoire de la rivière. S'il n'y avait pas ça, s'il y avait justement les espaces de bon fonctionnement, etc., il n'y aurait pas de catastrophe, il y aurait juste des crues. Et donc c'est vrai que c'est bien de remettre en perspective tout ça entre les besoins et les rôles de chaque acteur qui interviennent sur la gouvernance du milieu fluvial. Ça fait quand même un lourd tribut à payer. Mais c'est vrai que c'est un discours, voilà, c'est ce discours de rééquilibrage, et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup dans les discours, rééquilibrer non seulement voilà, cette répartition financière et ce tribut, mais aussi rééquilibrer les savoirs, parce qu'il y a aussi tout le savoir expert, gestionnaire, hydrologique, technoscientifique qui intervient dans la gouvernance du milieu fluvial, et les riverains qui eux-mêmes en fait tentent de rééquilibrer cette dominance en quelque sorte de ce savoir en se faisant eux-mêmes une perception du danger et justement en inférant eux-mêmes dans la représentation des débits et de ce que c'est. Quand vous dites, là les débits que j'ai cités c'était 597 mètres cubes max en sortie du barrage de Chaudal et vous parlez de 1000 mètres cubes et ça c'est quelque chose qui est votre représentation parce que vous savez qu'il y a des affluents en aval. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il n'y a pas que le discours technoscientifique, il y a aussi des gens qui habitent sur le territoire. Et donc, l'idée, ce serait que, enfin, du point de vue anthropologique, tout le monde se concerte et se pose autour de la table. Mais voilà. Oui, mais est-ce qu'en finalité, le territoire ne prendra pas plus d'importance que le savoir? C'est-à-dire je veux dire, que la rivière, que le Vertlon...
Alors ben justement, aujourd'hui il y a cette idée, presque, et Le c'est savoir, c'est le savoir. c'est un glissement, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais il y a un glissement qui veut carrément, mais c'est sociétal, hein, c'est avec l'arrivée justement de cette idée de prise en compte de l'environnement, il y a carrément une importance qui est donnée en soi au non-humain, c'est-à-dire à la rivière, aux poissons, et en fait ça c'est quelque chose qui émerge dans la société, qui transparaît dans les politiques publiques et qui se heurte au territoire, parce que les rivaux n'ont pas cette vision-là, c'est pas quelque chose qui est historiquement ici, ce n'est pas la vision, donc en fait c'est ça qui est aussi, pour comprendre ces différentes perceptions en fait du milieu naturel. Et c'est pour ça aussi que la crue n'est pas perçue n'a pas été perçue comme un phénomène naturel, alors qu'en réalité ça l'est. Mais avec les barrages, on pouvait s'attendre à ce que cette crue soit maîtrisée en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu dire. Oui, c'est à peu près ce que... Non, non, moi je voudrais que Nina intervienne. Parce qu'en fin de compte, ben, forcément, il y a une partie du camping qui est partie. Forcément, ça a changé votre manière de voir les choses par rapport à l'aménagement. Et sur tout ce que dit Pauline depuis tout à l'heure, c'est vrai que vous avez obligatoirement eu une réflexion. Ouais. Voilà, je suis désolée, je te pousse un peu là. En fait, moi j'avais donc 3 ans. Donc je ne me souviens pas des faits. Effectivement, donc moi je travaille dans un camping riverain. Nous, le camping n'a pas été emporté parce qu'en fait on est sur une ligne droite. Donc du coup, nous on n'a pas vraiment perdu de terrain. Par contre, c'est vrai qu'on s'est posé des questions sur comment est-ce qu'on se protège et comment est-ce qu'on protège des ouvrages qui sont essentiels sur le camping, notamment la station d'épuration. Il existe plusieurs façons de faire et nous on a choisi de le faire en concertation avec le parc. Actuellement sur le camping, donc on a un enrochement, mais on a aussi des systèmes qui sont plus sains et qui cherchent un petit peu un compromis entre l'artificialisation et la construction humaine pure et dure et des solutions qui respectent aussi la nature. Et avec le parc, on a mis en place des systèmes pour... alors ça s'appelle un... On a fait des peignes dans la rivière, donc en fait on a mis des branches qui protègent les digues, enfin, qui protègent le camping. C'est pas une construction vraiment humaine, c'est un peu un système hybride qu'on a mis en place sur le camping. C'est facile à faire. C'est ça, de la végétalisation, et puis il y a juste cet enrochement qui est à un endroit où on est un petit peu dans le virage. Nous on a de la chance, on n'a pas été emporté. Après c'est vrai qu'on voit les marques jusqu'où l'eau est montée, et puis c'est vrai quand on est sur le camping, on se rend compte que ça peut effectivement monter vite. Voilà. Merci. Moi, je reviens sur ce qu'a dit Michel, où la place était en travaux, effectivement, en très grands travaux, parce que c'était complètement décaissé entièrement. J'ai souvent ce souvenir de Michel qui, après le coup j'allais dire, de l'émotion, enfin, tout le monde a été un peu bousculé, choqué, etc. Quand même, un peu choqué, quand même, un peu surpris, disons. Au bout d'un certain mois, on va dire, au bout d'un mois que tout reprenait, j'allais pas dire sa vie normale, j'allais dire, parce qu'on était quand même, ça a duré pendant longtemps les travaux. Et au bout d'un mois, Michel m'avait dit, et ça m'avait fait sourire, je lui ai dit, oh Michel, il m'était venu un matin, il m'a dit, bon maintenant il faut que tu me termines la place là. Et là je m'étais dit, waouh, il faut être partout, parce que nous les TP, on se plaignait pas, hein, on avait déjà du travail, puisque la mairie nous en avait déjà donné beaucoup à refaire toute la place, c'est un chantier énorme. Et derrière, il me rajoutait ça, je dis, maintenant comment on va faire? Et je me souviens, ça m'a fait sourire, j'ai dit, Michel, ouais, on va la finir la place, t'inquiète, on va la finir. Mais c'était quand même assez énorme, parce que l'ampleur des dégâts sur la vallée, surtout sur le haut de la vallée, nous on n'avait pas vu notre patron pendant plus d'un mois. C'est-à-dire que René XVI, il était merde à l'os, il était avec des potes, il était avec des potes toute la journée. Bon, nous, la route était coupée, on ne pouvait plus se voir. Et en fait, eux, ils travaillaient en haut, nous, on travaillait en bas. Comme l'a dit Bernard Liperini, il n'y avait pas les moyens de communication de maintenant, donc on ne pouvait pas s'envoyer des photos. Ou là, c'est vite fait, quoi. Hein, on s'envoie une photo, il y a ça, il y a ça. On pouvait prendre les décisions qu'on peut. Là, c'était tout à l'oral par du filaire. Et donc, il fallait parler clair, vite. Et prendre des décisions presque tout seul, même en matière d'aménagement, jusqu'à qu'arrive M. Rosy, que vous n'avez pas nommé, mais qui est arrivé pour remettre un peu de l'ordre dans ce foutoir, parce que des fois, ça travaillait de partout, un peu tout et n'importe comment. Et nous, la question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'il faut refaire comme c'était, ou est-ce qu'il ne va pas y avoir une répétitivité dans les événements qu'il y a eu? Parce que vous avez parlé de fin septembre de la crue, mais début octobre, le 2 ou 3 octobre aussi, on a eu des grosses pluies, et déjà, ça avait un peu secoué. Alors, pas
pas à faire des dégâts et pas à tuer quelqu'un, mais le 2 et 3 octobre, un mois pile poil avant, on avait déjà eu ça. Et donc ça se posait la question de dire, est-ce qu'il faut reconstruire pareil? Est-ce qu'il faut continuer à aménager là où ça a été aménagé? Voilà. 30 ans plus tard, ça a été reconstruit, mais souvent, nous, sur le moment des crues, on se disait, les anciens, ils n'avaient pas fait le pont comme nous, il est fait actuellement. Le pont du Roc, au milieu, on est à 13 ou 14 mètres au-dessus du lit du Verdon. Pas comme le pont actuel, où l'eau passait à 2 cm. Voilà. Après, les anecdotes, c'est vrai qu'elles disparaissent parce que les gens disparaissent aussi, et les gens qui étaient là, c'est vrai que s'ils consignent tout ce qu'ils ont vécu. Ce matin, j'étais avec Fred Selin, qui à l'époque gérait le gîte de Ostaou, qui est au bord du Verdon, et là, la barricade, elle a cédé. 10 mètres de barricade, il m'a dit qu'ils sont partis en 1 seconde. Il m'a dit, en 1 seconde, c'est parti vers le bas, j'ai plus rien vu. Il m'a dit 10 mètres de barricade en moins. Et après que la crue soit passée, le tuyau qui servait à l'époque, parce que c'était des anciens abattoirs et boucheries qui servaient à évacuer, on jetait directement dans le Verdon, bien avant ça, les eaux de la boucherie, et qui servait, tous les pêcheurs venaient là, parce que justement, il y avait de quoi manger, les trucs à donner là. Le tuyau qui normalement était en fond de rivière s'est retrouvé à l'air libre. Il m'a dit le lit de Verdon en 4 jours, et donc un mois après, il s'est apparu, avait baissé de 5-6 mètres. 5-6 mètres de tournant qui sont partis plus haut. C'est-à-dire la puissance de la rivière et du travail qu'elle avait fait. Et ce que vous dites sur l'injonction à terminer la place de Michel Carle, moi ça m'évoque le fait justement de quand même retourner à la normale et retrouver un quotidien, parce que c'est tellement violent qu'en fait il faut continuer. Mais son injection nous a aidé aussi à retrouver une vie normale, effectivement, parce qu'on était tellement absorbés par la crue, quand on travaillait jour et nuit, hein, il y en avait des équipes qui travaillaient avec les phares et tout jusqu'au soir. On allait chercher des blocs où on pouvait, même à Chaudane, en pleine montagne. Quand vous sortez des tunnels sur la droite, là, certains, je peux vous faire voir où c'est, mais avant le deuxième tunnel sur la droite, il y a une piste. Avec le maire de l'époque de Demandol, on était allé taper là-dedans. Donc sortait des blocs où on pouvait, et on n'avait que la crue dans la tête. Et ça nous a permis de repartir sur, c'était passé. Avec quand même toujours cette appréhension de et si ça venait à se repasser. Et maintenant 30 ans à passer, on n'a plus eu ça, mais souvent, moi je repense à ça. Et si ça revenait? Est-ce que ça serait encore possible? Ça, c'est une question qui est totalement omniprésente. Juste pour rebondir sur les anecdotes, ce monsieur Rosier, donc le fameux ingénieur subdivisionnaire qui était basé à Sisteron, qui a été parachuté au milieu des chantiers post-crise, il était surnommé par ses collègues le bulldozer. C'était vraiment la personne de la situation. Et je voulais aussi réagir à ce qu'a dit Nina Jonker, je crois, du coup. Ça m'a fait penser en fait aux pratiques d'auto-endiguement, c'est-à-dire que les riverains ont eux-mêmes une perception du danger en dehors même des politiques de prévention, et en fait c'est très fréquent les pratiques d'érection de digues parce que les riverains ont conscience du danger en fait, même si effectivement ils colonisent, donc, comme vous le disiez avec un brin d'humour, en fait ils vont eux-mêmes se protéger de la rivière, et en fait quand il y a des démarches de concertation comme ça, avec des dispositifs en fait qui viennent se complémenter les uns les autres, c'est assez intéressant comme témoignage. Mais c'était voilà, juste pour rappeler que en fait, même historiquement, il y a des pratiques d'auto-endiguement aussi sur des propriétés privées. En fait, les gens n'ont pas... les gens ont conscience du danger. Même les gens qui vivent près du Verdon, ils savent en fait, ils connaissent le Verdon, et voilà, même si parfois il y a des événements plus forts que d'autres qui font que on a oublié que. Et donc par exemple les maisons de Beauvaisis qui ont été importées, c'était deux générations avant qu'elles avaient été construites, et en 1918 il y avait eu une première crue qui avait fait très peur, donc ils avaient déjà fait des gabions à l'ancienne et tout. Et ensuite, il a fallu attendre 94 pour que y ait cette nouvelle crue d'ampleur qui a détruit ces maisons. Donc ces maisons, elles avaient un siècle, elles ont persisté un siècle. Et donc la mémoire humaine, en fait, ne peut pas en fait appréhender ces phénomènes sur le temps long, quoi. C'est pas possible parce que voilà. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est les leçons qu'on peut en tirer. Donc 94, c'était il y a 30 ans, la fameuse compétence GEMAPI, c'est pas une conséquence de la crue de 94, c'est la tempête Xynthia, c'est 2014. La compétence GEMAPI, c'est 2018.
Et on voit bien aujourd'hui, il suffit de regarder les actualités, quand on voit ce qui s'est passé en Espagne. Et en Espagne, c'était cette année, l'an dernier, c'était en Allemagne, l'année d'avant, c'était en Afrique du Nord, ça se passe aujourd'hui partout. Plus personne ne remet vraiment en cause le fameux réchauffement climatique, et il a fait couler beaucoup d'encre, mais aujourd'hui on touche du doigt presque au quotidien que c'est une réalité, et les conséquences, on les voit malheureusement en termes de crues, d'inondations et de dégâts que peuvent faire les rivières. Donc aujourd'hui, parce que ça se reproduira, on n'imagine pas que la crue de 94, c'est quelque chose qui est arrivé une fois et qui n'arrivera plus jamais. Ça reviendra, et je suis à peu près persuadé que si ça revient, et compte tenu de nos retours d'expérience, la partie post-crue ne sera pas gérée comme elle l'a été à l'époque. Le réflexe en 94, moi j'étais à Anote, mais ça a été pareil sur le haut Verdon, sur le moyen Verdon, sur le bas Verdon. Dès le lendemain de la crue, l'idée c'était de reconstruire là où la rivière avait emporté, de refaire la digue là où elle était, de remettre les enrochements là où ils étaient partis, de reconstruire le pont au même endroit, et le même pont. Ça a été de regagner le terrain que la rivière avait repris à certains endroits. Demain, je ne pense pas qu'on ait le même réflexe. On sera peut-être plus attentif en disant ce que la rivière a emporté, peut-être qu'on ne va pas le remettre exactement au même endroit. Typiquement, c'est le cas aujourd'hui des stations d'épuration qui, pour des raisons techniques, sont très souvent dans les lits de rivière. Alors, pas au bord de l'eau, mais dans le lit majeur de la rivière. Aujourd'hui, la réflexion et les politiques publiques, dans le cadre d'un EPF par exemple, c'est de dire une station d'épuration qui arrive en fin de vie ou une station d'épuration qui a été impactée par une crue, avant de dire on va la refaire exactement au même endroit, on se pose la question de savoir s'il n'est pas possible, techniquement, de la mettre ailleurs. Et parfois, il suffit de la mettre en retrait de quelques centaines de mètres, et c'est tout bénéfice parce qu'on n'est plus obligé de la maintenir là où elle était et de la protéger avec des protections qui sont extrêmement chères. Donc on commence à avoir au fil du temps une certaine résilience, une certaine expérience qui nous amène à ne pas forcément être dans cette dichotomie en disant il y a l'espace de la rivière et il y a l'espace des hommes, et c'est l'un contre l'autre. Il y a des aménagements, des équipements qui existent, qui sont nécessaires à la société des hommes, qui se trouvent dans la rivière. Dans certains cas, on peut les mettre ailleurs, mais quand on a la possibilité de le faire, on le fait. Quand ce n'est pas possible, on imagine de les maintenir, mais en les protégeant, on commence à avoir une gestion plus fine. Et je pense que l'avenir, il est plutôt du côté de cette réflexion-là, plutôt que de dire la rivière nous a pris, on regagne sur la rivière, d'être dans une opposition entre la rivière considérée comme milieu naturel et la société des hommes étant opposée à la nature. Dans la réalité, si on veut pouvoir imaginer un futur à long terme, il ne faut pas être dans cette opposition, il faut être dans une réflexion qui nous amène à voir comment on peut concilier. Alors, c'est pas facile, ça prend du temps, il faut discuter, moi j'aime bien discuter. Hein, Bernard ? Je sais. Mais la solution, elle est certainement plutôt dans cette voie-là, plutôt que de dire la rivière nous a pris, on reprend. C'est la négociation, c'est ça. C'est la nouvelle. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, Jean Mazzoli, je suis aujourd'hui en 94, je n'étais pas élu. Aujourd'hui, je suis élu adjoint au maire à Anote et je suis vice-président de la CCAPV avec une délégation à la fameuse GEMAPI. Sachant que la main courante, je vais juste ajouter la main courante du PC de crise, il y a tout un tas d'événements sur Anote qui sont très détaillés, que je n'ai pas exploité parce que l'étude était circonscrite. Donc je pense que c'est très important que vous sachiez qu'il y a cette manne d'informations archivistiques en fait, qui est disponible dans la main courante. Mais en tout cas, ce que vous décrivez, c'est totalement la nouvelle manière en fait, d'habiter l'espace fluvial
qui est vraiment basé sur la négociation ou la renégociation en fait des territoires et ou alors de l'idée d'occuper le territoire par intermittence ou d'avoir des structures plus légères. Enfin moi je peux pas trop témoigner de ça, c'est plutôt les pages, etc. Mais c'est très intéressant et ça fait partie en fait des discours qui auraient pu être un peu plus développés aussi dans l'étude, tout le discours, toutes les actions des gestionnaires et toute la perception aussi du milieu fluvial par les gestionnaires. Et on se rend compte 30 ans après que dans toute notre volonté, et je ne la remets pas en cause à l'époque et sous le coup de l'émotion, de vouloir reconstruire, Corinne, le pont de la Lance à Colmar, on l'a refait là où il était, on a refait pratiquement le même aujourd'hui. Dans le cadre de la GEMAPI et des études pour la protection de Colmar, on interroge ce pont-là. On fait travailler un bureau d'études spécialisé pour savoir si on ne peut pas le remonter un peu. Parce qu'il manque pas grand-chose, mais il en manque un peu. Pour qu'on puisse avoir une protection pour une crue centennale de Colmar. Et en plus, on a le centre de secours qui est de l'autre côté. Oui, moi je voudrais dire deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que vous avez tout à fait raison, excepté que lorsqu'on se retrouve à la sortie de crues comme ça, vous vous trouvez devant, de toute façon, un casse-tête financier, tout simplement, parce qu'il faut quand même essayer de remettre très vite. Ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la place. Et c'est pour vous expliquer un petit peu comment est fait Castellane. Parce que enfin, la place, on l'avait cassée, mais qu'est-ce qu'on a trouvé? Mais le lit de Verdon. Il n'y avait que des galeries, c'est tout. Sous la place, on n'avait que ça. On n'avait que ça sous le comment dirais-je, mince, le nom m'échappe. La Boudousque, c'est exactement comme ça. En fait, tous ces trucs-là, et une grande partie de la plaine des Listes, c'est aussi le lit du Verdon. Voilà. Donc, en fait, nous, où on a essayé de changer les choses, c'était surtout de l'autre côté de la rive du Verdon, où il y avait les tennis, il y avait un jeu de bowling. Tout ça a été complètement enlevé, ça a été complètement bousillé, donc on a refait les tennis ailleurs, le bowling on ne l'a pas refait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La station d'épuration, on l'a réparée parce qu'elle était touchée, mais heureusement c'était quand même pas si dramatique que ça. Et il y avait 2 ou 3 endroits où les digues ont été refaites. Maintenant, quand vous y passez sur les digues, si vous regardez bien, les endroits, vous les voyez. Hein, vous retrouvez les endroits. Hein, mais c'est vrai qu'on a réussi, bon, je ne sais pas, certainement le temps, on a échappé à une longue crise. Le fait qu'EDF a quand même pu limiter un petit peu, bon, ce qui fait qu'à Castellane, on a quand même pu limiter, entre guillemets, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de dégâts, les dégâts qu'on aurait pu supporter si on n'a pas eu tout ça. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a eu des expertises hydrauliques post-crue. Alors, je ne suis pas experte, mais d'après ce que j'ai compris, il y a eu des consignes de crue EDF de l'époque qui ont été appliquées, modélisées. Tu veux expliquer? Donc effectivement, aujourd'hui, EDF n'est pas présent, hein, donc nous, voilà, c'est difficile de répondre par rapport à la gestion de la crue qui a été faite par EDF. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel ils sont très peu... enfin voilà, ils répondent très peu, on manque d'informations. Donc même sur la façon dont la crue de 94 a été gérée, nous, suite à la crue de 94, voilà, il y a eu des études hydrauliques sur le bassin, on a essayé de comprendre le fonctionnement de la crue, le fonctionnement hydraulique, mais par contre, on n'a pas la façon dont la crue de 94 a été gérée. Ce qui a été étudié par contre par le bureau d'études, c'est qu'ils ont reconstitué la crue de 94 à partir de la pluviométrie qu'il y a eu. Donc ils ont point par point sur le bassin versant, ils ont à travers un modèle reproduit la façon dont la crue arrive. De façon naturelle, s'il n'y avait pas les barrages. Donc ils ont modélisé la pluie de 94, voir ce que ça donne au niveau de chaque point du bassin, au niveau du déroulement de la crue. Et ensuite ils ont appliqué avec les barrages, mais avec les consignes qu'ils ont récupérées, donc les consignes EDF de l'époque, et en partant du fait que les retenues étaient pratiquement pleines. Donc voilà, ils ont modélisé sans les barrages, avec les barrages et en appliquant les consignes EDF. Et ce que ces études montrent, c'est que la présence des barrages n'a ni accéléré la crue,
ni augmenter la pointe de crue. Il n'y a pas eu d'aggravation. Par contre, ce qu'ils ont rentré dans le modèle, c'est les consignes. Mais après, on ne sait pas si ces consignes, c'est ce qui a été appliqué réellement ou pas le jour J, quoi. On n'a pas la façon dont ça a été géré en direct par EDF. Ça, on n'a pas d'informations. Toutes les informations qu'on a, c'est ce que tu as pu récupérer. Donc, est-ce qu'ils ont appliqué exactement les consignes telles qu'elles étaient écrites, ou est-ce que il y a eu des écarts enfin, voilà. En tout cas, avec l'application des consignes, la crue n'est ni accélérée, ni augmentée, ce qui correspond aux consignes, parce qu'en fait, ce qui est écrit dans les consignes, c'est que la gestion d'EDF ne doit pas aggraver la crue, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'avaient jamais le droit de lâcher plus que ce qui rentrait. Voilà, ils devaient lâcher au maximum ce qui rentre. Le seul point sur le bassin où on a un peu des interrogations, c'est l'aval du barrage de Gréoux, parce que l'aval du barrage de Gréoux, à l'époque, apparemment, les consignes étaient un peu floues, donc le bureau d'études dit... j'ai appliqué les consignes optimales, mais elles sont un peu floues, il y a un peu des marges de manœuvre, donc comment ils ont appliqué réellement, on ne sait pas trop, quoi. Voilà. Mais même nous, au niveau de l'épage, on n'a pas tous les éléments de connaissance, et effectivement, sur comment ça s'est déroulé et comment EDF a géré en direct à l'époque, on ne sait pas vraiment. Il y a un peu des... Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a des rumeurs. Par exemple, hier soir, il y avait un agent EDF retraité à Vinon. Et donc, du coup, je lui ai posé la question, quelles étaient les consignes de crue à l'époque? Et donc, il me dit, elles étaient inexistantes. Sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui a nuancé, parce que c'était quelqu'un qui officiait uniquement sur un des barrages du Bas-Verdon, qui est le barrage que Corinne a cité, alors que les autres barrages avaient bien des consignes de crue. Donc, vous voyez, c'est une complexité qu'en l'absence d'un discours de DF qui nous donne accès à l'information, on ne peut pas traiter. Et c'est ça qui a été complexe en fait dans l'étude, c'est qu'il manque en fait certains acteurs, parce que moi j'ai juste eu accès en fait à un discours sur les crues actuelles qui disait en fait qu'en gros il y a un savoir de pointe, et c'est vrai, hein, il y a vraiment des mesures hydrologiques très poussées, mais tout en disant que voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Donc il n'y a pas non plus ce discours il y a un discours de maîtrise très fort de la part d'EDF, mais en même temps tout en disant que il y a un côté imprévisible. Après, on a des éléments de connaissance sur ce que les barrages peuvent écrêter. Donc par exemple, on sait que pour écrêter une crue centenale de 250 mètres cubes à Castellane, il faut qu'il y ait un creux de 10 mètres dans Castillon. Donc avec 10 mètres, on écrête 250 mètres cubes. Donc, voilà, des éléments comme ça, on les a. On a des abacs, des courbes qui disent, en fonction de la côte, combien on peut écréter. Voilà, par contre, sur la gestion de la crue elle-même, il y a un gros flou. Oui, vous ne me prenez pas, je ne travaille pas chez EDF, mais je voulais dire qu'aujourd'hui, EDF, c'est un véritable partenaire qui joue le jeu en matière de lâcher, notamment qui maintient un code touristique au lac et qui fait des lâchers pour qu'il puisse y avoir la pratique des sports d'eau vive. Et on a eu très peur quand j'ai été élu, puisque l'exploitation des différents barrages hydroélectriques devait être remis sur le marché, les concessions devaient être réattribuées. Et ces concessions, bien sûr, EDF aurait candidaté pour avoir à nouveau l'exploitation des barrages, mais il y avait aussi des candidats de mémoire, je crois qu'il y avait un Russe, un Chinois, un Danois, et dans cette configuration, parce qu'on peut craindre quand même que ces épisodes pluvieux se reproduisent, avec des interlocuteurs qui ne soient pas franco-français et qui n'aient pas les mêmes intérêts que l'on puisse avoir aujourd'hui, on serait certainement allé à la catastrophe si on n'avait pas eu un interlocuteur comme EDF. Donc l'État, dans sa grande sagesse, a revu sa copie, et aujourd'hui, plus personne ne parle, même si c'est la loi européenne, plus personne ne parle de reconcéder les barrages hydroélectriques à d'autres personnes morales que d'EDF. Je pense que c'est une bonne chose. Oui, et puis le fait d'avoir un gestionnaire sur toute la chaîne Verdon, parce que si on imagine que pour chaque barrage, on a un gestionnaire différent, voilà, on imagine ce que ça peut donner en désorganisation, un manque de cohérence. Et c'est vrai que ce contexte de renouvellement des concessions, du coup, ça joue aussi sur ce qu'il est possible, l'indicible, le dissible, etc. Et je ne sais pas si les expertises avaient aussi
dit que, enfin en tout cas moi j'ai des informations éparses comme quoi la côte de Sainte-Croix était plus haute aussi. Est-ce que tu veux en dire un mot? Et le fait que ça ait Il y a plongé eu une dérogation partie, pour monter un peu au-dessus de la côte maxi. et que du coup Une ça a dérogation, écrété une partie, c'est ça? Et à Sainte-Croix, alors je crois qu'on était à 1200 en entrant et à 1000 au maximum en sortant. Enfin, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais ça a écrété un petit peu, oui, à Sainte-Croix, entre 200 et 250 mètres cubes. Ce qui est sûr, c'est que dans ces années-là, la côte, elle était haute au lac, mais il y avait eu déjà 2-3 hivers sans neige. On avait très très peu de neige. Et ils avaient du mal à remplir au printemps parce qu'il n'y avait pas de fonte de neige. C'était des années où, c'est là d'ailleurs qu'a basculé les histoires des remontées mécaniques sur Alos avec la mairie d'ailleurs, dans les années 90. Le département, enfin bon bref, ils étaient en régie communale, après ils sont passés, et il n'y avait pas de neige en fait en hiver. Et du coup, ils provisionnaient aussi de l'eau pour faire de l'électricité, pour être sûr qu'au printemps, ils encore un peu... Enfin, ils géraient vraiment... ils stockaient l'eau, quoi, hein, quand même. Globalement, ils stockaient l'eau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde, je dis bien, a été très surpris de la crue. Hein. Donc, ça a été un phénomène quand même d'ampleur. Et alors, je parle vraiment pour des agents EDF retraités qui ont vécu la crue en direct, qui étaient plutôt des techniciens. Mais effectivement, voilà, c'est aussi quelque chose qui a été surpris. Et comme le dit Monsieur Hospitalier, il y avait l'usine EDF de Quinson qui a été noyée. Enfin voilà, il y a tout un tas d'infrastructures qui ont été touchées aussi de ce point de vue-là. Je vous